voici de retour dans l'amphithéâtre pour un nouveau temps fort. Et autant dire que les prochains échanges vont être riches. Il s'agit en effet du grand débat du centenaire, un débat autour d'une question. Le SNEL, enfant chéri ou enfant maudit? Une question claire, certes. Reste à découvrir à présent la réponse de nos deux invités. Ils sont des figures de l'enseignement catholique et ont été des acteurs du SNEL. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir François David et Philippe Delorme. Bienvenue messieurs, installez-vous. Tout le monde vous connaît, mais on va quand même malgré tout vous présenter. Messieurs, bienvenue. François David, vous avez été président du SNEL de 1998 à 2005. Vous êtes aujourd'hui notamment historien conférencier et passionné de littérature, notamment avec la foire du livre de Brive en tant que commissaire. Et avec nous également aujourd'hui Philippe Delorme. Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique et vous connaissez très bien le SNEL pour en avoir été membre. Ensemble, messieurs, vous allez débattre sur cette question posée par le SNEL. Le SNEL, enfant maudit ou enfant chéri? François David, on va déjà commencer peut-être avec cette notion d'enfant. Quel est votre regard, vous, le littéraire, sur ce terme enfant maudit, enfant chéri? Bonjour à tous. Je voudrais dire d'abord remercier le SNEL de cette invitation qui m'honore, de débattre avec le secrétaire général. C'est vrai que quand j'ai vu ce titre, dans la culture du président, non pas d'une organisation professionnelle, mais d'un syndicat, je me suis dit, mais enfin, la culture du SNEL, c'est de dire qu'on est l'enfant de personne. Je ne dis pas qu'on est une génération spontanée, mais en discutant, en réfléchissant après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi? Je pense que le SNEL, la bonne définition pour moi, c'est un partenaire. C'est un partenaire important, c'est pas le seul. C'est un partenaire qui doit être modeste, mais c'est un partenaire de l'enseignement catholique, du secrétaire général de l'enseignement catholique, mais aussi des autres composantes. Je raconte une anecdote. Quand j'ai pris la présidence du SNEL, Guy Piquant, pour lequel je voudrais avoir une pensée, parce que ça a été un grand président du SNEL qui nous a quittés il y a 1 an, m'a dit « François, c'est simple, on n'est jamais en conflit public avec le secrétariat général. On a des débats privés et contradictoires. Tu peux relever des mêlées si tu veux, parce qu'il connaissait ma passion pour le rugby, mais quand l'essentiel est en jeu, l'enseignement catholique est uni. » Et c'est dans ce titre-là, en un mot, le SNEL, s'il est un enfant loyal, forte personnalité, et qui est là pour l'intérêt général. Alors, forte personnalité, est-ce que quand on parle de maudit, enfant maudit, mais oui, important d'applaudir les propos de François David, est-ce que finalement, ce n'est pas un organisme un peu insupportable, pardon, mais est-ce que c'est aussi un peu l'image, peut-être? Mais bienheureux les doux n'a jamais voulu dire bienheureux les mous. Et donc, ça restera. Et donc, on le sait bien, nous, que ce n'est pas les élèves les plus insupportables. Enfin, les élèves les plus insupportables ne sont pas forcément ceux qui apportent le plus à l'établissement ou au pays. Donc, si on est insupportable et qu'on soit un petit aiguillon, je suis sûr que le secrétaire général s'en réjouit. Et on en reparlera effectivement de ce lien, peut-être Philippe Delorme voulait réagir, mais on va en reparler de ce lien effectivement entre le SNEL et le secrétaire général. Alors, puisqu'on parle du SNEL, Philippe Delorme, on va le rappeler, le SNEL compte aujourd'hui 2500 membres. Il reste donc le plus important des organismes. Ce chiffre est-il finalement un point fort? Par ce chiffre, l'organisation n'a-t-elle pas peut-être une place de dominant? Non, je ne crois pas que le SNEL se situe comme ça. Mais permettez-moi de commencer par une petite anecdote personnelle. Il y a exactement 16 ans, lors d'un congrès du SNEL à Issy-les-Moulineaux, alors que je venais d'être nommé directeur diocésain de Créteil, un orateur, j'ai oublié qui était l'orateur, mais ce n'était pas le président, avec beaucoup d'énergie, de verve, etc., dit « Mais à quoi sert un directeur diocésain ?» Et j'entends dans la salle « À rien !» Je me suis un petit peu inquiété ou alors réjoui. Je me suis dit, je vais exercer une mission qui ne sert à rien. Et puis après, je me suis dit, tiens, s'il dit ça, c'est qu'il y a un petit problème vis-à-vis des directeurs diocésains. Et ce petit problème, il existe encore un petit peu parfois dans cette noble organisation professionnelle.
il y a une articulation qui ne se fait pas toujours d'une façon très, très harmonieuse. Alors on dira c'est quelques-uns, comme le disait Vivien, il a même parlé de lasagne à un moment donné, qui lui reste un peu sur l'estomac, mais bon, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant. S'il n'y a jamais de difficulté, comme vient de l'évoquer François, vis-à-vis du secrétariat général, cet échelon intermédiaire questionne parfois le SNEL. Mais alors finalement, quand vous parlez de quelque chose, qu'est-ce qui fait, comment on explique finalement que ça ne fonctionne pas toujours? Parce que dans notre belle institution, quand tout le monde est bien à sa place, ça fonctionne très bien. Et je ne parle pas que des chefs d'établissement, des tutelles diocésaines, mais je parle aussi des présidents d'OGEC. Si chacun est à sa place et dans sa propre mission et recherche vraiment le bien commun et à remplir le mieux possible le service qui nous est confié, ça fonctionne très bien. Quand un déséquilibre s'installe, ça dysfonctionne remarquablement bien aussi. Et voilà, parfois, sans doute, dans cette relation entre le chef d'établissement, sa tutelle, ou le chef d'établissement, le directeur diocésain, ou le chef d'établissement et le président d'OGEC, etc. On peut mettre ça à tous les niveaux. Eh bien, dans ce sens, il y a des tensions qui, je pense, pourraient être évitées si on était tous, mais ça c'est un doux rêve, pour moi le premier, dans un esprit de service et non pas dans un esprit de pouvoir. Alors, puisqu'on parle des relations, finalement, François David, à l'époque de votre présidence, comment se déroulaient les relations avec le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui, à l'époque, on va le rappeler, était Paul Malartre, disparu en 2020? Si vous permettez, je voudrais revenir sur la dernière phrase. Là. Si un directeur diocésain ne sert à rien, je ne vois pas l'intérêt de s'opposer à lui. S'il n'est rien, on ne s'oppose pas à rien. Si on s'oppose, c'est que probablement... il y a des moments Alors moi, avec du recul, maintenant que je ne suis plus aux affaires, je me dis qu'il y a sans doute peut-être là, pour l'institution, une vraie réflexion à mener sur ces postes-là. D'autant qu'il m'est arrivé en tant que président du SNEL d'avoir des soucis aussi avec les directeurs diocésains, dont certains étaient des anciens du SNEL, particulièrement sévères quand ils étaient au SNEL avec les directeurs diocésains. Donc ça laisse particulièrement de sympathie. Moi, je crois beaucoup en rugby à l'intelligence situationnelle parce qu'on peut prévoir un plan de jeu, mais ça ne se passe jamais comme ça. Et finalement, votre poste, comme ceux des responsables, c'est que quand ça dysfonctionne, les gens intelligents arrivent à faire en sorte que ça rentre dans l'affaire. Alors avec Paul Malartre, c'était un peu comme ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais président au moment des assises et au moment de la loi Sancy. Et avec Paul, on avait des coups de téléphone bi-hebdomadaires. Enfin bon. Puis il avait autour de lui des gens qui étaient des anciens du SNEL. Il n'y avait pas que lui. Mais aussi, je pense qu'on était bien d'accord, et je pense qu'il faut qu'on le comprenne encore aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que quelqu'un a été au SNEL qu'une fois qu'il est dans une autre posture, il faudrait qu'il continue à penser comme lorsqu'il était au SNEL. Je pense qu'il faut faire le crédit à des gens qui changent de fonction, que dans leur nouvelle fonction, ils ne peuvent pas raisonner comme dans l'ancienne. Moi, j'ai succédé à Éric Delabarre à Formiris. Lorsqu'il est devenu secrétaire général, il a pu raisonner en tant que président de Formiris. Donc moi j'appelle à beaucoup d'indulgence, mais il y a beaucoup d'indulgence si on peut se parler et si on peut se dire les choses. Et avec Paul Malartre, pour répondre brièvement à votre question, on n'était pas toujours d'accord, on était très souvent d'accord. Mais il y avait plusieurs sujets où on n'était pas d'accord, mais l'important, je crois, c'était d'en parler. Et d'en débattre à l'intérieur, quoi. Vous voyez, pour la loi Sancy, par exemple, il était évident que si on allait au ministère désunis, on n'arriverait pas au bout. Et donc, le jeu le plus important, c'était pas d'aller au ministère, c'était de faire l'unité à l'intérieur. Et je parle sous couvert de certains membres de la commission permanente de l'époque, il y avait des commissions permanentes qui étaient des bons moments de débat d'idées, quoi. Et je trouve que le débat d'idées, c'est la force, finalement, de notre institution. Et finalement, le débat est toujours positif. Effectivement, vous le disiez, vous n'étiez pas toujours d'accord, notamment sur le sujet de la formation initiale aussi des chefs d'établissement. Racontez-nous un petit peu. Je pense qu'il faut
il vaut mieux en venir homo qu'en venir romain, quoi. Voilà. Et même si au rugby, on sait qu'on se... Mais la formation initiale, non. La formation initiale, ça a été un gros sujet. Moi, je n'étais pas là-dessus, mais il nous avait semblé au SNEL, et je ne crois pas que ça ait beaucoup changé sur ce que j'ai entendu ce matin, là, c'est que la formation initiale par les pairs, qui ne doit pas être exclusive, mais qui doit être importante, est une valeur ajoutée, me semble-t-il, à la formation des chefs d'établissement. Et c'est un des débats que j'ai eu avec Paul Malartre, y compris peu de temps avant qu'il nous quitte, la veille même. Et c'était un de nos sujets de débat, mais n'empêche que on a pu exprimer notre désaccord et finalement on est arrivé à un consensus. Mais pourquoi faudrait-il être toujours d'accord, mon Dieu ? Philippe Delorme, ça veut dire qu'il y a un vrai état d'esprit au SNEL ? Ah oui, heureusement d'ailleurs, c'est sa richesse. Mais alors comment on fait pour travailler avec cet état d'esprit ? C'est facile quand on est dans le dialogue, comme vient de le dire François. Je veux dire, durant mon mandat, j'aurais donc eu 2 présidents du SNEL. On a pu avoir des désaccords, mais je relèverais d'abord une extrême loyauté du SNEL. Et effectivement, si tout le monde pense pareil, ça n'a plus aucun intérêt. Donc c'est bien que le SNEL ait une vraie personnalité. Et puis le poids relatif du SNEL quand même dans l'institution fait que quand le SNEL parle, il parle aussi au nom de 2500 adhérents et on va dire de la moitié des élèves, à peu près 1 million d'élèves. Je ne me trompe pas, Jérémy, c'est à peu près ça, hein, à peu près 1 million d'élèves, un peu plus. Bon. Donc ça pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup, ce qui n'est pas forcément simple d'ailleurs pour le président du SNEL, parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'adhérents, mais faut-il arriver à les mettre tous d'accord. Et à 2500, je pense que ce n'est pas tous les jours facile. Voilà. Et qu'il peut y avoir des débats aussi au sein même de l'organisation professionnelle. Mais moi, ce que j'ai toujours observé, c'est une très grande loyauté. Une très grande loyauté et un vrai respect pour, non pas la personne du secrétaire général, mais pour ce qu'il représente. Il y a un débat, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il y a un moment donné, quand on tranche, on a tranché, et à ce moment-là, on suit. Donc on a pu avoir des désaccords pendant ces 5 ans et demi, presque 6 ans, depuis que je suis secrétaire général, mais ça c'est toujours, on a appris à se connaître, peut-être mieux, à se découvrir et à se comprendre, et à échanger. Et parfois, il y a effectivement des décisions vers lesquelles nous sommes allés qui n'étaient pas celles forcément portées par le SNEL, mais une fois qu'elles étaient acquises ou décidées, elles étaient décidées. Donc, moi, je préfère avoir des gens intelligents. Ouais, t'as vu, j'ai dit intelligent, Vivien. T'as vu ? C'est comme ça, mais c'est vrai, c'était pour Jérémy que je le disais. Hein. Donc, je préfère avoir des gens intelligents en face de moi, qui ont de la personnalité et qui disent les choses, plutôt que des mous consensuels qui n'apportent rien à l'institution. D'autant, et je crois que c'est l'énorme force du SNEL, mais aussi des autres syndicats, non pardon, je suis encore dans la logique syndicat, des chefs d'établissement, c'est que quand même, ce sont les chefs d'établissement et leurs équipes qui remplissent les établissements d'élèves, qui font les effectifs de l'enseignement catholique. C'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est sur les projets éducatifs que ça se passe. Et donc, si toute cette force... Je disais tout à l'heure à quelqu'un, si on arrivait à mettre en énergie les intelligences qui sont dans les têtes des gens qui sont là, je pense qu'ils peuvent faire des économies à la Villette pendant quelque temps. Et donc, si le SNEL arrive à mettre en musique toutes les intelligences et toutes les pensées contradictoires, opposées ou complémentaires des adhérents, si on arrive à faire du bas vers le haut, remonter un certain nombre de pensées, si on arrive à mettre des lignes directrices, et c'est ce que j'ai pu entendre dans les discours de politique générale, alors on a une valeur ajoutée pour l'institution. Parce que qui est au contact direct des familles, des professeurs, des élèves, ben c'est bien les chefs d'établissement. Et donc, dans cette structure-là, je pense que les syndicats de chefs d'établissement, le SNEL, mais pas que, sont pour l'institution une force qu'il faut arriver à comment dirais-je, à encourager, parce que, peut-être que je parle comme un vieux, mais parce que je pense que c'est l'avenir de l'enseignement catholique, il est dans les établissements. Moi, j'aimais beaucoup le statut qui disait que le cœur de l'enseignement catholique, c'est l'établissement.
Et je m'étais permis d'ajouter, et le cœur du cœur, c'est le chef d'établissement. Non pas par démagogie, mais parce que je pense, après 40 ans de direction, que quand on dit qu'il y a un effet chef d'établissement, on le dit, voilà. Et c'est très délicat pour les tutelles et les directeurs diocésains, parce que si ça marche pas, la responsabilité de ceux qui ont nommé, elle est réelle aussi. Donc c'est pas si facile que ça, mais je pense que pour répondre à votre question, cette énergie venue du terrain, c'est une force vive, essentielle pour l'enseignement catholique. Et quand vous dites que Pardon, vous vouliez réagir. Je partage. Vous parlez de cette force, ça veut dire qu'il faut encore, toujours plus, aller la chercher. Elle est là, mais... Qui peut dire qu'on optimise 100% des richesses des gens? Mais moi, je suis frappé. Enfin, je ne sais pas si ceux qui étaient là aujourd'hui, vous avez vu comme moi le dynamisme, la richesse. Et je suis sûr qu'au congrès des autres syndicats, ça doit être un peu ça. Et donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur tous ces accélérateurs, quoi, en fait. Un chef d'établissement, c'est un accélérateur de dynamisme. Et donc, si les accélérateurs accélèrent, le dynamisme va accélérer, quoi. C'est mathématique, ça. Ça paraît tellement simple. Alors, on va revenir toujours sur ce thème, enfant chéri, enfant maudit. Est-ce que finalement, on va voir peut-être à la fin, est-ce qu'il y a une vraie réponse, une seule réponse? En tout cas, tout à l'heure, on parlait de loyauté, le fait de peut-être se fâcher avant, mais après, ne faire qu'un. Comment on arrive à ne faire qu'un après? Il y a les égos quand même, malgré tout. C'est même pas se fâcher. C'est discuter, échanger. Sur un sujet donné, il y a plusieurs entrées. Les chefs d'établissement en ont, les parents d'élèves en ont, les gestionnaires en ont, les profs en ont, les directeurs diocésains en ont, mais ça serait terrible que sur un sujet, tout le monde soit d'accord tout le temps. Enfin, et je pense même que ça serait même mortifère pour l'institution. C'est le débat qui compte. Et au SNEL, alors l'inverse, si le SNEL revendique de cette place-là, ça suppose qu'il ait une pensée, qu'il essaye de penser juste, et pour penser juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mobiliser le terrain et faire remonter les choses. Enfin, je crois que c'est je crois qu'il y a une particularité dans l'enseignement catholique et qui, pour moi, est une vraie force, même si aujourd'hui, elle commence à être un peu contestée, pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur de la maison, c'est que aussi bien le directeur diocésain que le secrétaire général n'a aucun pouvoir hiérarchique. J'ai aucun pouvoir hiérarchique sur les directeurs diocésains, je n'ai aucun pouvoir hiérarchique sur le chef d'établissement. Et le directeur diocésain, mis à part par la tutelle, on pourrait discuter de ça, mais enfin n'a pas un réel pouvoir hiérarchique. C'est notre force. Et c'est ça qui nous oblige à construire du consensus, mais pas un consensus d'adhésion. Parce que ça, c'est un truc qui étonne toujours le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre qui décide, et puis garde à vous, tout le monde, hop, jusqu'en bas, on doit décider. Nous, comme l'a rappelé François, tout part de l'établissement. Et tout part de l'établissement, et moi je veux vraiment préserver ça. Et pourtant je peux vous assurer qu'aujourd'hui on a des pressions extérieures de différents bords politiques pour donner un statut juridique au secrétaire général comme au directeur de diocésain. Aujourd'hui je n'en veux pas, parce que ça modifierait complètement notre fonctionnement, et ça ne serait pas sain. Et je trouve d'ailleurs dommage que, alors que le public, on ne peut pas dire que ça fonctionne très très bien dans le système, que le président de la République avait parlé de révolution copernicienne il n'y a pas si longtemps que ça, en disant qu'il fallait redonner le pouvoir aux établissements en réalité, qu'on essaye de nous imposer, de calquer sur l'organisation de l'enseignement public quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous, ça fonctionne grâce à ça. Donc moi, je ne veux surtout pas avoir de pouvoir sur les directeurs diocésains ou sur les chefs d'établissement. J'en ai pas, et c'est très bien. Parce qu'on travaille différemment, parce que ça nous oblige à parler, à discuter, à trouver du consensus au service du bien commun, au service des jeunes qui nous sont confiés. C'est ça, ce qui nous fait vivre tous les matins, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va aider des jeunes à devenir des adultes libres, responsables, heureux, bien dans leur peau, etc. Il n'y a que ça qui me préoccupe chaque matin. Même si je ne vois plus beaucoup de jeunes maintenant, je suis rarement dans les établissements, ils sont jeunes, mais il y a déjà des plus jeunes encore, hein. Et bien c'est quand même ça qui me fait vivre, moi. À chaque fois, tous les matins, je pense à ces 2 millions d'élèves qu'on scolarise, et c'est pour eux que je travaille, c'est pas pour autre chose. Donner du sens. En un mot, un directeur diocésain peut pas être un recteur bis. C'est pas possible. Voilà, donc... Je peux pas être ministre bis. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pourtant, le SNEL a parfois été critique, mine de rien. Quelques anecdotes, peut-être? Non, pas enfin, ça fait partie des... Et puis j'ai pu être critique vis-à-vis du SNEL aussi. Il ne faut pas croire que je vais dire que du bien, quand même. Notamment, j'ai plusieurs fois relevé une approche qui me semblait un peu trop libérale et entrepreneuriale du chef d'établissement.
C'est-à-dire C'est-à-dire que trop souvent, je trouve qu'il y a un excès, parfois, pas partout, mais il faut faire attention à ça. On dit l'établissement est premier, et ça, je suis complètement d'accord. Mais sur la question de l'autonomie de l'établissement, je suis prudent. Parce que, certes, il y a une vraie autonomie, qui est de plus en plus contrainte, malheureusement, sur certains points, mais elle s'inscrit quand même dans un tout. Et que je trouve qu'on va un peu loin parfois, et au SNEL en particulier, sur la question de la subsidiarité. La subsidiarité est une belle notion de la doctrine sociale, de la pensée sociale de l'Église, pas que, mais qui vient quand même de la pensée sociale de l'Église, mais qu'on a tendance un peu à mettre à toutes les sauces aujourd'hui. Et je rappellerai juste ce que Benoît XVI dit dans l'une de ses encycliques, une subsidiarité sans solidarité mène à un individualisme et à chacun pour soi, et une solidarité sans subsidiarité mène à l'assistanat. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que ça peut être une dérive que j'ai parfois entendue dans les rangs du SNEL. De même, je pense que la mission première du chef d'établissement est une mission éducative et pédagogique, et pas d'abord une mission entrepreneuriale. Là-dessus, on a toujours eu un peu des discussions là-dessus. C'est pas un débat nouveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un livre qui s'appelait « École cherche manager ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le siècle dernier. Mais en fait, moi je fais la différence. Lorsque je présidais, il y avait ces débats déjà. Et la ligne de crête, la ligne de fracture, c'était autonomie et indépendance. L'autonomie me paraît, moi, une vraie valeur ajoutée. Dès l'instant où, effectivement, elle ne roule pas vers l'indépendance. Et on a tous eu des exemples. Tous les présidents du SNEL qui sont là ont eu des exemples à gérer de ce côté-là. Pas que les présidents du SNEL, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais, bien sûr. Mais sur l'autonomie, moi, il me semble que... moi, je suis un combattant de l'autonomie, parce que l'autonomie fait naître des forces vives, quoi. Fait naître des projets. Alors après, sans doute, il faut réguler les dérives, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et donc, indépendance, non. Alors, tout à fait d'accord. Et c'est quelqu'un qui vient d'une région où l'enseignement catholique est pauvre, hein. Et il n'y a pas beaucoup d'aide et il n'y a rien du tout. Donc, quand j'entendais... Mais par contre, l'autonomie, oui. Enfin, il faut que les chefs d'établissement soient des gens qui sont là pour créer, pour gérer. Il ne faut pas confondre, comment vous dire... la gestion n'est pas... est un moyen, quoi. Ce qui est premier, et là je rejoins, ce qui est premier, c'est mettre en œuvre tous les outils pédagogiques pour permettre la croissance de tous les élèves, et particulièrement des élèves que le système scolaire rejette. Et là, je pense que l'enseignement catholique a une carte à jouer. Il se passe des choses magnifiques dans l'enseignement public. Je peux en témoigner dans mes nouvelles fonctions, là. Mais je crois que là-dessus, et puis on est au cœur quand même, franchement, on est au cœur du projet éducatif chrétien, quoi. Jésus de Nazareth, il va sur les routes, et quand il rencontre quelqu'un qui est en difficulté, il ne lui demande pas s'il va à la synagogue, il le soigne et il le met debout. Et c'est ça notre mission. Et c'est dans ce sens-là que le projet éducatif, que l'enseignement catholique, on y vient parce qu'il y a un projet. On n'y vient pas parce qu'on est forcément catholique, quoi. Mais sur l'autonomie, je serais... D'accord, je suis d'accord sur l'autonomie. Il n'y a pas de... Mais ça dépend comment... souvent, l'autonomie est un peu poussée vers une espèce d'indépendance sans tenir compte de trucs. C'est ça le problème. Une autonomie bien vécue, je suis d'accord. Il faut liberté et force aussi. Mais pour rebondir sur ce que disait aussi François, sur notre projet éducatif chrétien, je ferai une petite remarque à Jérémy sur son topo de tout à l'heure, là, dans son discours. Quelque chose qu'il faudrait quand même interroger, là. Vous avez observé, en gros, je n'ai pas pris la note exacte, hein, que c'est SNEL et pas SNEC, d'accord, donc enseignement catholique, ce qui préserve notre liberté. Alors j'avoue que ça me chiffonne un petit peu, parce que si être chrétien conduit à détériorer notre liberté, là j'ai un vrai sujet. Parce qu'au contraire, suivre le Christ, c'est un chemin de liberté. Et donc, je pense que tu voulais dire que c'était plutôt par rapport à l'institution ecclésiale, peut-être. Mais enfin, suivre le Christ, c'est un chemin de liberté. Donc là, ça m'a un peu chiffonné. Donc je voulais le relever parce que
c'est pas du tout un procès d'intention ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant comme réflexion à avoir en tous les cas. C'est intéressant comme réflexion à avoir parce que, surtout quand ça a été fondé par des religieux et des prêtres, quoi. Je veux dire, c'est quand même intéressant. Si c'était la pensée des prêtres de l'époque, ça me questionne. Alors, droit de réponse à Jérémy Torezan, mais qui n'est pas avec nous en plateau, peut-être François David. J'ai pas de réponse, mais alors moi par contre, je reviendrai, puisque vous revenez sur ce qui est attendu. Moi, c'est en ce sens-là, je crois que ce qu'il a voulu dire, c'est en ce sens-là, le SNEL n'est pas de l'institution. Il est dans l'institution. Et comme il est dans l'institution et non pas de l'institution, il a une liberté qu'un organisme, moi j'ai présidé un organisme Formiris après le SNEL, on n'entre pas par la même porte. Enfin, quand on est un organisme, on n'est pas un syndicat. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que ce L, qui est dû d'ailleurs au nom de l'école libre à l'époque, mais que ce L est finalement, il faudrait sans doute le retravailler, mais il y a là sans doute là des marges de progression, des marges d'autonomie et des marges de... Comment dirais-je? Et il me semble que le fait qu'on ait de la liberté est un atout majeur dans un monde où tout est cadré, où tout est contrôlé, où finalement on a de moins en moins de liberté dans notre vie quotidienne. Enfin, le SNEL, s'il y a un espace dans l'enseignement catholique où on est libre, en respectant les autres, mais où on est libre, où on peut annoncer des choses nouvelles, voire même un peu folles, en pédagogie, en éducatif, etc., en se sentant parfaitement, comment dirais-je, en sachant qu'on ne va pas se faire ramasser à la première occasion. Moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée, et c'est pour ça que c'est bien que le SNEL se termine par elle, quoi. Voilà. Mais alors finalement, puisqu'on parle de ce elle, de cette liberté, elle commence où, elle s'arrête où? Je ne sais pas où elle commence, mais elle s'arrête au moment où elle marche sur les plates-bandes des autres, quoi. Le jour où un établissement commence à dire c'est ma liberté, et puis je me moque des conséquences que ça va avoir sur les voisins, là c'est plus de la liberté, c'est de l'impérialisme. Voilà. Mais la liberté, c'est de dire j'ai un projet, je pense que pour ce type d'élèves, j'ai une équipe de profs qui est capable de sortir un projet qui va permettre à ces gamins de s'en sortir, même seulement à un. Alors là, c'est de la belle liberté, et puis il faut se battre là-dessus. Je souscris complètement, évidemment. C'est toute la richesse et le projet de l'enseignement catholique, de pouvoir adapter, de ne pas être dans des moules, dans des normes dans lesquelles on voudrait nous conduire aujourd'hui. Donc sur ces questions pédagogiques et éducatives, il faut qu'on ait des grandes marges de liberté, parce que d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'enseignement catholique, l'histoire de nos fondateurs, quels qu'ils soient, c'est bien là-dessus qu'ils ont créé des pédagogies nouvelles, etc. Et moi, j'ai toujours, et dans les démarches prospectives qu'on a conduites, on a incité à ces initiatives éducatives et pédagogiques parce que c'est notre force. C'est aussi ce à quoi ça correspond aussi aux attentes des familles. Si c'est pour faire comme l'enseignement public, on n'a aucune raison d'exister. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se fatiguer. Et puis on rentre dans l'enseignement public, on dit 84, c'était pas mal, et puis on y va, quoi. Donc, mais c'est un combat aujourd'hui. C'est un combat de l'intérieur parfois, parce qu'il y a des craintes, on n'ose pas toujours. Et c'est un combat de l'extérieur parce qu'on voudrait, mais c'est aussi notre société qui veut comme ça qu'on rentre dans une espèce de moule, et un moule en plus qui ne fait pas ses preuves, donc au contraire. Donc oui, nos projets éducatifs, pédagogiques doivent être teintés du lieu dans lequel on vit avec les élèves qu'on accueille, etc. Et ça, c'est une certitude. Ça veut dire que les... Pardon, allez-y. Si je peux me permettre, et je souscris à ça, et je pense... Je ne sais plus qui a dit ça, hein, mais aucun texte ne peut aller contre l'intérêt d'un élève. Aucun, de mon point de vue. Aucun texte ne peut aller. Et on a tellement vu d'expériences dans l'enseignement catholique, mais dans le public aussi, parce qu'il se passe des choses chez nos confrères du public, hein, des choses de qualité. Hein. On peut monter des projets complètement innovants sans que personne les reconnaisse. J'ai tellement vu de projets, moi, partis de chez nous, qu'on retrouve dans les textes après. Ils sont géniaux dès l'instant où ils sont dans les textes, mais le génie, il était où le génie? Il était dans ceux qui les ont inventés. Et je suis sûr que dans les établissements, tous les jours, il se vit des choses comme ça. C'est comme ça que moi je veux la liberté. Voilà, c'est ça. On la partage. Ouais.
Ce grand débat, c'est aussi l'occasion de revenir sur les actions du SNEL qui ont permis d'avancer. François David, parmi les actions portées par le SNEL, on se souvient, vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement, de la loi Sanzi relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat qui leur a permis d'avoir le statut d'agent de droit public. La loi est entrée en vigueur en janvier 2005, il y a donc tout juste 20 ans. À l'époque, en tant que président, vous avez été en première ligne, on va le rappeler, dans les négociations. Ce dossier a été à l'ordre du jour de nombreux conseils jusqu'au comité national. Qu'est-ce qui fait à l'époque que le projet a abouti? C'est la liberté du SNEL, à nouveau? Je ne me souviens plus qu'est-ce qui fait que ça aboutit. Ce que je sais, c'est que ça a abouti et que ça a été voté à l'unanimité, les communistes s'étant abstenus. Mais je crois que ça aboutit parce que il a fallu 10 ans quand même. Hein. Quand le projet est parti, c'était juste après l'épisode Fallou raté de Bayrou, déjà. Et il a fallu gagner la bataille de conviction. Parce que la droite disait, mais qu'est-ce qu'ils viennent là, encore les cathos, nous casser les pieds en nous mettant des projets qui vont nous mettre en difficulté. Et la gauche ne connaissait pas le projet. Et là, moi, je rends hommage vraiment. Enfin, il y a un trio qui est parti avec Fernand Girard, parce que c'est parti de Guy Piquant, en fait, cette affaire, et des collègues qui ont remonté le souci. Enfin, on payait des indemnités de départ à la retraite pour des profs qui étaient payés toute leur carrière par l'État, quand même. Et puis, deuxième chose, moi, ce qui me passionnait, c'est que c'était quand même, derrière cette mission-là, c'était la remise en cause ou la permanence de la loi Debré. La loi Debré, ça a été un moment fondamental, enfin, de l'histoire de l'enseignement catholique. Je disais que s'il n'y avait pas eu la loi Debré, on ne serait pas là aujourd'hui, hein. Enfin, me semble-t-il. Et donc, il a fallu gagner cette bataille, et tout l'enseignement catholique a pris, et je voudrais rendre hommage, parce que je le dis, je le pense, et on a beaucoup travaillé, le trio, c'était Fernand Girard-Osguec qui avait été alerté, la CFDT, qui a été un syndicat avec qui on a beaucoup travaillé, qui nous a beaucoup poussé dans nos retranchements, vraiment, et puis le SNEL, quoi. Et puis ensuite, on est passé à l'intersyndicale. L'intersyndicale, Yann, enfin toute cette équipe, hein, Yann, Marie-Claude Tribou, Jean-Jacques Burel, on a fait une intersyndicale formidable, on faisait même des congrès de l'intersyndicale, et puis ensuite c'est arrivé en permanente. Et alors là, à la permanente, je vois André et Jean-Pierre Gardy qui sourient, à la permanente, ça a été beaucoup moins évident. Ça a été beaucoup moins évident, parce que tout le monde n'était pas d'accord, et il a fallu 5 ans, 6 ans pour arriver à un consensus, pour qu'on arrive unis devant le ministère. Et puis finalement, c'est passé. Et la meilleure façon, je crois que c'était une loi qui avait ses limites. Hein. Il y a des choses qui étaient bien et d'autres moins bien. Mais 20 ans après, c'est plus un sujet. Donc ça tend à prouver que finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça, quoi. Voilà. Cette loi était nécessaire, sans aucun doute. Elle a un inconvénient, mais qui était à mon avis insurmontable. C'est que ça a quand même changé un peu l'état d'esprit des enseignants vis-à-vis de leur appartenance à l'institution. Moi, je trouve. Hein, je peux vous raconter une anecdote. On était allé rencontrer des sénateurs de l'ouest du pays. Et il y a un des sénateurs qui me pose la question en me disant, c'était un peu ça, mais c'était plus direct que ça. Est-ce que si les profs sont contractuels de droit public, ils seront encore catholiques? Et là, je vous avoue que l'Esprit Saint a dû m'inspirer, parce qu'il n'était pas en vacances ce jour-là, donc il est venu, et je lui ai répondu, je me suis entendu lui répondre, alors vous me dites que l'évêque aux armées et l'évêque des départements concordataires ne sont pas catholiques. Et ça s'est arrêté là, quoi. Parce que je pense que ce qui fait un prof, comment dire, je suis pas sûr, enfin peut-être je me trompe, je suis plus aux affaires, hein, je suis pas sûr qu'il y ait une relation aussi directe entre le statut des profs et leur regard sur l'enseignement et leur façon d'enseigner. Mais je suis plus aux affaires. Hein, donc, je dis pas tellement, enfin c'est pas tellement le sujet, mais je dis pas tellement que c'est sur la façon d'enseigner, mais on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui à travers l'attitude, il n'y a pas de syndicat ici, donc tout va bien, de syndicats d'enseignants.
que la tendance est de dire aujourd'hui, votre employeur, c'est l'État, donc allez vous adresser au rectorat et non pas à votre chef d'établissement. C'est une dérive aujourd'hui qu'on ressent fortement et qui est une conséquence, je pense. Alors, il faut réexpliquer la communauté de travail. Il faut expliquer la communauté de travail, parce que ça a été un point. Je me rappelle très bien avoir subi des critiques, je ne dirais pas dans quelle région, en disant mais pourquoi, si les profs sont payés par l'État, vous voulez qu'ils soient dans les instances représentatives du personnel. Ça a duré 1 an l'affaire. Et c'est la notion de communauté de travail. Le chef d'établissement reste l'organisateur de la vie de l'établissement. C'est pour ça qu'il est central, le chef d'établissement. C'est évident. Puisqu'on parle des actions, les actions communes se font aussi parfois un peu dans la douleur. Ils ont une force de frappe quand même, le SNEL. Enfin, il a une force de frappe. Ça a été rappelé tout à l'heure lors d'un témoignage. Je crois que c'est Eric Hans qui a témoigné du blocage des TRM à une période où il y avait... je crois que c'est toi qui a évoqué ça dans une vidéo tout à l'heure. Donc effectivement, mais je trouve intéressant, moi, que justement on puisse avoir des actions... En fait, on est tous d'accord sur la question, par exemple, qui a été évoquée par Eric, de la rémunération des suppléants, ou sur d'autres sujets. On va être complètement d'accord. Mais justement, la richesse d'une organisation professionnelle, c'est qu'elle peut se comporter comme une organisation professionnelle et avoir des actions qui mettent la pression et qui permettent d'avancer ce que le secrétaire général ne peut pas faire, parce qu'il faut qu'il trouve un équilibre. Donc c'est un jeu entre l'organisation professionnelle et le secrétariat général pour aboutir au même but, mais chacun avec ses armes propres. Moi, je ne peux pas, ou alors il faudrait que ce soit très très grave, déclencher une opération de secrétaire général. Alors, j'ai encore une fois pas le pouvoir, mais dire on bloque tous les TRM de France. Peut-être qu'un jour, ça sera nécessaire. Mais voilà, d'un côté, le SNEL va un peu se fâcher et va mettre la pression, et puis de l'autre, on va essayer de dire qu'on arrange les choses. Mais en fait, on est d'accord pour fonctionner comme ça. Et ça, c'est efficace vis-à-vis des autorités. Mais il faut leur dire, c'est pas public ce que je viens de dire. On ne dit rien. Alors justement, ce jeu, est-ce que, puisqu'on est encore toujours dans ce thème, enfant chéri, enfant maudit, est-ce que ce jeu, justement, vous en jouez parfois ? Écoutez, d'enfants un peu maudits. Finalement, l'enseignement catho, c'est comme une équipe de rugby, quoi. Il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent. Vous voyez ? Et donc, je pense qu'il faut tout ça. Il y a des moments, il faut relever des mêlées. Puis il y a des moments, il faut discuter. Et je pense que... moi, il m'a semblé quand même que, je sais pas, que dans chaque structure de l'enseignement catholique, il y a des débats. Plus les débats seront riches et plus ils seront apporteurs d'idées, plus la commission permanente, le SGEC, aura des arguments forts pour l'extérieur. Et donc c'est pour ça que moi je crois au débat. Je crois vraiment au débat. Et ce qui me plaisait beaucoup au SNEL, c'est qu'on avait excusez-moi s'il y en a là, mais il y avait très peu d'organismes extérieurs. C'est-à-dire qu'on considérait que l'intelligence des chefs d'établissement, leur expérience, dans les commissions, allait produire des textes, allait produire de la pensée. Et que c'est cette pensée qui moulinait, travaillait, malaxait dans les commissions, puis dans le conseil d'administration, allait permettre au SNEL de produire des textes, parfois d'ailleurs pas en opposition sur tel ou tel point avec ceux du SGEC, et c'est la commission permanente qui débattait ça. Et ça, c'était passionnant. Moi, je me suis passionné. Alors, je sais à qui je dois ça, parce que j'ai quelques anciens qui sont là, présidents, qui m'ont fait rentrer dans la commission politique du SNEL, qui était vraiment merci André, qui était vraiment ce lieu extraordinaire où ça débattait fort. Mais je pense que le SGEC est gagnant finalement dans cette affaire. Et quand ces opposants s'opposent et qu'on arrive à une synthèse, il me semble que la force... Parce que quand le secrétariat général va parler avec toute l'institution derrière, ça pèse. Forcément, quand le SNEL parle, ça pèse, mais quand vous avez... par contre, si derrière vous n'avez pas les gens, la crédibilité, elle n'est pas en cause, quoi. Ça veut dire que le SNEL a aussi un vrai rôle peut-être de sensibilisation. Tout à l'heure, vous le disiez notamment sur la loi Censi, où il a fallu peut-être même convaincre, expliquer. Ça fait partie aussi finalement de l'ADN du SNEL, de toujours être dans l'explication. Bien sûr, parce que qui perçoit les problèmes en premier ? Qui est percuté par les problématiques en premier ? Les profs et les chefs d'établissement.
bien avant. Vous voyez, pour la loi Sancy, rendons-lui hommage. C'est Guy Piquant qui a alerté. Et Fernand, j'en parlais avec Fernand Girard il n'y a pas longtemps, c'est arrivé par les services du SGEC 6 mois après, quoi. Et du coup, on s'est tous mis en route. Parce que sur le terrain, quand on a une OGEC qui avait 3 ou 4 départs à la retraite et que les factures arrivaient, la réaction, elle est immédiate, hein, parce que tout le monde n'a pas des réserves permettant de les payer, quoi. Et c'est parti de là, donc du terrain, quoi. Philippe Delorme, finalement, le SNEL, enfant chéri, enfant maudit, finalement, qu'importe, est-ce qu'il n'est pas finalement un peu à part par ses actions, par son engagement? On est entre nous, on peut le dire. Chacun est à part, vous savez, c'est comme pour les établissements, à chaque fois qu'on visite un établissement, on me dit celui-là, il est particulier. Mais c'est vrai qu'il est particulier, donc chacun a ses particularités. Donc le SNEL, par son histoire longue, ça a été rappelé cet après-midi par Jérémy, 100 ans, c'est pas... Les autres organisations professionnelles ont 20 ans, 25 ans, c'est pas du tout la même histoire, donc il s'inscrit dans une histoire longue de l'enseignement catholique, donc il s'est construit aussi par cette histoire. Il a une place à part parce que il a le nombre d'adhérents et donc effectivement un poids relatif, mais jamais, je dis bien jamais, en 5 ans et demi, presque 6 ans de mandat, le SNEL s'est prévalu de son poids relatif pour dire ma voix compte plus que celle des autres OP. Je ne l'ai jamais constaté. Parce que c'est pas l'esprit qui règne au SNEL aujourd'hui. Enfin, c'est pas du tout ce que je ressens. Peut-être qu'en fait, je me trompe. En tous les cas, en tant que secrétaire général, on a très souvent des réunions avec les 3 autres OP. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le SINADIC, il y a le SINADEC et la NUETP. Voilà, je fais la petite pub. Voilà. Donc... Et j'ai jamais vu le SNEL dire non, mais nous, vous avez vu, on pèse la moitié d'enseignement catholique, donc il faut nous écouter un peu plus que les autres. Je n'ai jamais constaté ça. Malgré tout, ils font, effectivement, vous le disiez, ils pèsent lourd. Est-ce que finalement le SNEL... Il y en a un qui pesait plus lourd que l'autre, je vous le dis tout de suite. Est-ce que finalement ça ne devient pas une force politique pertinente et influente au niveau local et national? Forcément. Une organisation professionnelle de chef d'établissement, et ça a été rappelé tout à l'heure aussi dans la présentation de Jérémy, vis-à-vis des autorités publiques, vis-à-vis des autorités locales, a un rôle, un poids politique, et il est bon, il est sain que ce poids politique soit exercé, puisqu'il est toujours exercé au service de l'institution. À partir du moment où tous ces acteurs qui sont de l'institution sans être dans l'institution, et je suis complètement d'accord avec ça, et c'est important qu'on ait des gens de l'institution sans être dedans, qui aient cette liberté. Pour le coup, il y a une vraie liberté. Dans les organismes reconnus, le secrétaire général, il a le pouvoir de mettre un veto sur les nominations des secrétaires généraux et des présidents. Donc ça, c'est des organismes reconnus qui sont dans l'institution. Heureusement que ce n'est pas comme ça pour les organisations professionnelles de l'établissement. Donc à partir du moment où je sais pertinemment que nos organisations professionnelles de l'établissement, et le SNEL en particulier, a comme ADN de servir le projet éducatif de l'enseignement catholique, eh bien, c'est bien qu'il exerce complètement son pouvoir d'influence ou politique, on le définira comme on voudra, là où il peut. C'est aussi sa mission, mais encore une fois, il va l'exercer de sa place, dans sa mission propre, qui d'abord, ça a été rappelé, de défense et d'accompagnement des chefs d'établissement, parce que c'est un organisme professionnel de chefs d'établissement, et donc c'est sain et nécessaire que ça existe en France. Je veux dire, on est toujours... en France, une des difficultés qu'on rencontre, je trouve, c'est qu'on a peur... où on ne sait pas toujours travailler avec les syndicats ou des organismes professionnels parce que, je sais pas, il y a une crainte, etc. Non, il ne faut pas avoir peur, au contraire, c'est nécessaire, et c'est nécessaire dans le dialogue, et c'est nécessaire pour construire une pensée. En tout cas, moi, je ne suis pas rugbyman, ni un rugby, mais je pense vraiment qu'effectivement, il y a une intelligence collective qui peut se conduire, chacun dans sa mission. Et la mission du SNEL, elle est particulière, comme organisme professionnel d'établissement, donc c'est une bonne chose qui joue un rôle politique. Et quand on parle de pouvoir, est-ce qu'on n'a pas toujours envie d'en avoir encore un peu plus du pouvoir? C'est quoi le pouvoir? Moi, ce que d'écouter le secrétaire général, là, où il a raison, c'est la qualité. Je pense qu'il se réjouit si des structures de l'institution sortent de la pensée qui font avancer les affaires. Et qui n'est pas forcément une pensée qu'il aurait eue. C'est ça qui est intéressant. Quand Jean-Pierre Gardy dit ce matin, le SNEL, on allait au ministère, on ne demandait pas la permission.
Eh bien, le SNEL, pour penser, pour créer de la pédagogie, pour répondre aux questions des jeunes et aux soucis des jeunes, il ne demande pas de permission. Il fait. Et si c'est pertinent, ben, faisons le pari que l'intelligence collective, y compris du secrétaire général, comment dirais-je, approuvera et soutiendra. Enfin, pas de... comment dirais-je, confiance a priori. Moi, je crois que c'est ça. Alors après, le contrôle, on verra bien. Mais je crois, enfin, moi, les deux secrétaires généraux que j'ai connus, c'est-à-dire Pierre Daniel et surtout Paul Malartre, nous invitaient à prendre notre autonomie, à inventer, à oser, quoi. C'est la démarche d'Assise. C'est la démarche. C'est pour ça qu'elle nous a fait lever la démarche d'Assise. Parce qu'on a vu, quand les résolutions sont parties, mais là je parle sous couvert d'André, c'est pas forcément dans les gros et prestigieux établissements qu'on a vu les expériences pédagogiques les plus pertinentes. Et que des établissements de petite taille, mais dans lesquels il se vit des choses formidables, et vu leur travail reconnu, alors que souvent ça restait dans le périmètre, ça a donné un appel d'air et un souffle dont je pense qu'il n'est pas retombé. Et si tant est qu'il devait retomber, il faudrait que l'institution se bouge pour le relancer, parce qu'il me semble qu'on avait pris un peu d'avance vis-à-vis de nos collègues. J'ai tellement vu d'IPR demander dans l'établissement s'ils pouvaient prendre en photo les affiches bleues, rouges et jaunes. Donc c'est ça, il me semble, cet esprit-là. Des échanges, oui, mais constructifs. Mais bien sûr, c'est pour ça que le SNEL a foncé sur les assises, qu'on s'est mis à fond dans le souffle des assises, bien sûr. Si on parle de l'avenir, puisque le débat va bientôt toucher à sa fin, demain, le SNEL devra-t-il finalement peut-être redevenir enfant maudit, ou doit-il être toujours plus enfant chéri, ou l'inverse ? Il ne doit pas être un enfant, le SNEL. C'est une grande personne qui pense, qui travaille et qui discute avec d'autres personnes et qui débat avec d'autres personnes. Voilà. Est-ce que le SNEL doit encore plus s'imposer ? Mais enfin, je me trompe peut-être et je suis pas adhérent du SNEL mais c'est pas l'esprit du SNEL, c'est pas une question de s'imposer. Je pense pas que ça soit ça l'objectif du SNEL. Honnêtement, où je me trompe complètement et j'ai rien vu depuis 6 ans, c'est possible. Mais moi, je sens pas du tout le SNEL dans cet esprit. C'est pas s'imposer. Il n'est pas dans une situation de pouvoir. Il est dans une situation d'accompagnement et de défense des chefs d'établissement, c'est son job, de service de l'institution, de service des jeunes, parce que c'est toujours au service des jeunes, et c'est pas s'imposer, c'est toujours rechercher ce dialogue, cet échange, ce partage, ces idées qui peuvent apporter à l'institution. Donc, ni plus ni moins, moi je souhaite que les organisations professionnelles de chefs d'établissement soient vraiment représentatives des chefs d'établissement et soient fortes, parce que quand une parole est portée venant de la base, pardonnez-moi, mais ce n'est pas du tout péjoratif de parler de la base, hein, pour moi c'est vraiment ça, mais quand une parole est portée par le président du SNEL venant des acteurs de terrain, ceux qui font, comme l'a dit fort justement François tout à l'heure, qui font l'enseignement catholique, au début. Si demain il n'y a plus de secrétaire général, bon, il y aura peut-être quelques difficultés, mais on sait très bien qu'effectivement, le chef d'établissement, l'effet chef d'établissement existe, je l'ai constaté très souvent quand j'étais directeur diocésain, ça c'est une réalité. Mais si ce président du SNEL en l'occurrence, par le travail qu'il fait avec son organisation professionnelle, fait remonter des propositions, pas que les inquiétudes, même si on est aujourd'hui dans une période de grande inquiétude, je le sais parfaitement, mais aussi toutes ces idées, ces suggestions. Et justement, les inquiétudes, il faut les évoquer aussi. Ah ben ça, on les évoque plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur beaucoup de sujets, et on est dans une période compliquée pour l'enseignement catholique, je ne vous le cache pas, très compliquée, et ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les 2 ans à venir. Voilà. On est vraiment dans une situation... Et il faudra faire bloc. Et il faudra faire bloc, mais faire bloc, ça ne veut pas dire... Faire bloc, c'est comme l'a dit François, c'est arriver unis devant le truc, mais à la fin. Mais faire bloc, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord. Il doit y avoir un débat. Et la position du secrétaire général, pour moi, c'est d'être capable, alors, sans doute je ne le fais pas toujours très bien, je suis un peu, mais on a les syndicats de maîtres, on a les organisations professionnelles, on a tous ces acteurs, on a la FNOGEC, on a l'appel. Effectivement, la commission permanente, ça doit être un lieu où chacun a la possibilité de s'exprimer, de partager, et qu'à la fin, on arrive à un accord, à quelque chose qu'on portera ensemble au ministère. Aujourd'hui, on observe que c'est un peu plus compliqué, notamment avec les syndicats de maîtres. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est une réalité.
Bon, c'est lié souvent aussi à des personnes. Hein, c'est souvent lié à des personnes. Il y a des personnes qui sont dans le dialogue, là, qui sont un petit peu moins. Mais moi, je souhaite un SNEL fort, oui, présent fort. Et dans l'échange. L'unité est un combat, vous savez bien. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie trop souvent, je pense, c'est que s'il n'y a pas un chef d'établissement nommé qui accepte d'être chef d'établissement, il n'y a pas d'établissement. C'est le chef d'établissement qui ouvre l'établissement. Ce qui, quand même, ça, c'est important, donne au chef d'établissement une certaine, je sais pas, quelques arguments, voilà, quelques arguments. Allez, on va terminer. C'est important de le rappeler aujourd'hui avec tous nos invités. Allez, dernière question, évidemment, je vais commencer par vous, Philippe Delorme. Chéri ou maudit? Oh, je ne dis plus enfant. Ce n'est plus un enfant. Mais chéri, forcément. Mais vous savez, si on parle de... Là, je reprends enfant, parce que même si je pense que je suis d'accord avec François, mais nos enfants, je suis père de famille, ils sont chéris, mais parfois, ils sont vraiment pénibles. Hein. Et ça fait tout le charme. Ça fait tout le charme de nos enfants. S'ils étaient tous comme ça, à nous écouter, etc., même quand ils sont plus grands, maintenant j'ai plus de jeunes enfants, mais ça serait triste. Donc parfois, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est pénible. De temps en temps, on se dit, mais ils sont un peu pénibles quand même, le SNEL. Le SNEL pénible, François, qu'est-ce que vous répondez? Je vais dire au secrétaire général, qu'est-ce que c'est facile avec les gosses des autres? Voilà la première chose. Et moi, je dirais en 4 mots, tantôt chéri, tantôt maudit, on est d'accord, toujours loyal et toujours libre. Merci, messieurs. Le SNEL pénible mais libre. Merci, je crois qu'on peut encore les applaudir. Nos 2 invités d'honneur. Très belle soirée à vous.